On s'est donné rendez-vous tout cet été pour parler de personnalités qui ont touché de près ou de loin les nouvelles technologies, des gens qu'on évoque de temps en temps dans nos épisodes hebdomadaires classiques. C'était l'occasion comme ça d'avoir une galerie de portraits. Alors évidemment, elle n'est pas finie, hein, cette galerie de portraits. Il y a certainement de moyens de trouver encore d'autres personnes dont on pourrait faire la biographie dans les semaines ou les mois à venir avec l'équipe des Technos. À vous de nous dire dans les commentaires, n'hésitez pas si vous voulez qu'on parle de certaines personnalités particulières et qu'on en fasse comme ça le portrait à notre mode, si je puis dire. N'hésitez pas à nous le faire savoir, ça nous fera plaisir également. On termine cette galerie de portraits estivale, puisque la semaine prochaine, vous aurez déjà droit à un épisode reprenant l'ensemble de l'actualité du mois d'août. On va terminer cette saison estivale quelque part avec Bruno, qui n'est pas, vous l'aurez noté, à côté de moi, malheureusement, qui est au Luxembourg. Comme à son habitude, j'ai envie de dire, on aurait dû se rencontrer cet été avec l'ensemble de l'équipe. On essaye de faire ça au moins une fois par an, parce que tout le monde, vous l'avez compris, est un petit peu partout, de par le monde, j'ai presque envie de dire. On aurait dû se voir cet été, ça n'a pas été possible. Qu'à cela ne tienne, on va quand même faire un hors-série consacré cette semaine à Jack Tramiel, Bruno. Oui, c'est ça, Jack Tramiel. Donc, le nom ne va peut-être pas parler à tout le monde, mais les développements, les sociétés qu'il a menées plus tôt. Je dirais, on va parler de Commodore, on va parler de Atari. Donc, ces deux noms-là sont quand même des noms assez connus. C'est quand même, ce sont des noms assez connus. Par contre, on va remonter le temps très loin, pas jusqu'à sa naissance. C'était le 13 décembre 1928, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Mais 10 ans plus tard, où il y a quand même un fait historique que tout le monde va reconnaître, c'est le moment où les Allemands rentrent en Pologne, et c'est là que l'histoire commence quelque part. Tout à fait. Donc, 1939, de son prénom Hidek à la base, Hidek Tramiel, il est devenu Jack Tramiel par la suite. On va voir quand. Donc, en 1939, les nazis, alors que Hidek Jack avait 10 ans à l'époque, et il est déporté dans un ghetto, le ghetto de Lodz, où il est contraint au travail forcé dans leurs usines. Donc voilà, il sera transféré en 1940 à Auschwitz. Auschwitz, tout le monde sait. En 44, peu avant la fin de la guerre. En 44, oui, peu avant la fin de la guerre. Donc voilà, effectivement, c'est déjà un épisode assez marquant pour lui, qui a un peu forgé l'homme, je dirais, qui par la suite devra un businessman quand même assez aguerri. Donc, il a perdu son père dans l'histoire, bien entendu. Lui est rescapé. Il avait cru perdre sa mère, mais par la suite, il l'a quand même retrouvé. Et en 1947, où il retrouve d'ailleurs sa mère, donc, il décide d'immigrer aux États-Unis en novembre 1947. Et chose assez intéressante, c'est que on retrouve maintenant tous ces manifestes de Alien Passenger Manifest, ils appellent ça à New York, où on voit la liste des immigrés qui rentrent à New York. Ça, c'est assez intéressant. Donc là, donc il change de nom en même temps. Donc, Hidek Tramiel, ça, c'est pas très américain. C'est pas très prononcé. Même pour nous, c'est des fois un petit peu compliqué. Donc, il va angliciser son nom quelque part, comme beaucoup il fait. Jack Tramiel, à voir comment on va le prononcer. Et il rejoint l'armée en 1948. Donc, voilà. Donc, il va vraiment s'impliquer un petit peu dans cette nouvelle Eldorado qui est les États-Unis. Il va apprendre l'anglais, il va réparer des machines à écrire mécaniques. Donc, c'est ça son début vraiment dans l'industrie, on va dire, du informatique. Dans la technologie, en tout cas. Dans la technologie. Donc, voilà. Donc, il rentre à ce moment-là, donc, dans cet engrenage. Il va fréquenter des cours dispensés par IBM. Donc, pour justement réparer, mais cette fois-ci, des machines à écrire électriques de la marque IBM. Donc, c'est là qu'il rentre un peu dans l'électrique. Il reste 4 ans quand même à l'armée dans cet atelier de réparation de machines à écrire. En sortant, donc, il va essayer de se mettre à son compte et il va faire marcher ses relations qu'il a acquis et il va donc se mettre à réparer des machines à écrire. Il vit de petits boulots, mais il pourra quand même s'en sortir. Et à certains moments, lassé de ne pas avoir une récompense de son employeur, il va se mettre à son compte et il va fonder
une société dans le Bronx, à New York, avec un financement qui va avoir... il y a toujours une histoire d'argent avec... Oui, oui. Donc, il y a un financement, c'est le fil conducteur. Ouais. Et on ne sait pas trop d'où vient l'argent. Alors moi, j'avais lu qu'il avait obtenu, parce qu'il me semble qu'il était associé à l'époque avec un ancien copain de l'armée, et il semblerait qu'à l'époque, en tout cas, il était possible d'obtenir des prêts avec un tarif préférentiel quand on avait fait l'armée. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, il avait fait un prêt de 25 000 $, qui à l'époque était quand même beaucoup d'argent. Ouais. Et il avait fondé donc sa première société, Commodore Portable Typewriter. Commodore étant un grade dans la marine américaine, dans d'autres marines d'ailleurs. Il voulait prendre General à la base, mais bon, il y avait tout déjà pris, General Electric, General Motors, donc Commodore. Pourquoi pas Commodore? Ça sonne bien, ça. Donc, ça sonne militaire, donc c'est bien. Donc, voilà, Commodore est né là où il va donc créer au début, il va réparer toujours des machines à écrire. Il va développer, en fait là, il va se délocaliser. Il va aller de New York. Il va quitter New York assez rapidement. En 1954, il va s'installer au Canada, où il pensait que un plus petit pays, c'est plus simple à gérer, donc ça va mieux marcher. À Toronto, en fait, où il va donc continuer à réparer des machines à écrire, qui va même vendre au gouvernement fédéral canadien. C'était une des contraintes qu'il puisse vendre au gouvernement canadien, c'est qu'il soit implanté au Canada. Et il va importer des pièces, surtout parce que il faut que les machines soient canadiennes, en fait. C'est ça l'idée. C'est comme il y avait à l'époque encore des règles de ce type-là, un peu de protectionnisme, qui faisait qu'il fallait acheter. On était au Canada, on achetait canadien. Et donc lui, son idée, c'était de faire ce que déjà certains font en Europe, par exemple, c'est d'apporter des pièces détachées, tchécoslovaques si je dis pas de bêtises, et que lui assemblait. Du coup, c'était des machines canadiennes. Voilà, il va assembler ça au Canada, tout ça, ça devient donc un produit canadien. Il va élargir sa clientèle en fabriquant des caisses enregistreuses mécaniques sur plus ou moins le même principe. Vous savez, les caisses enregistreuses, on tape comme sur une machine à écrire et on a après un résultat qui total de l'addition. Donc là, il assemblait surtout avec des pièces issues d'Allemagne. C'est là commence vraiment le lien entre Jack Tramiel et l'Allemagne. Puis vers 1962, où il double son chiffre d'affaires avec justement ce fournisseur berlinois de pièces, il va simplement le racheter. Et là, il se met à la tête en fait d'une entreprise qui compte déjà plus de 2000 employés, dont une grande partie en Allemagne. Pas mal. Voilà. Pas mal. C'est déjà pas mal pour l'époque. Voilà, il est passé d'immigrés en 1962 à la tête d'une société de plus de 2000 personnes. Ça progresse plutôt pas mal. On peut dire que c'est bien parti. Et pourtant. Oui. L'argent est toujours un problème. Donc, Commodore est toujours criblé de dettes. Parce que, en fait, Jack Tramiel, et ça c'est un autre fil conducteur, c'est qu'il va toujours essayer de pousser les prix vers le bas, en créant un volume, bien entendu. Si vous pouvez acheter un produit bon marché, vous allez l'acheter, s'il est de la même qualité, mais il va en même temps réduire ses marges. Donc les bénéfices ne seront jamais vraiment à la hauteur de ses dettes pour rembourser ses dettes, bien entendu, parce qu'il y a toujours cet opérationnel qu'il faut maintenir. Et là, il va devoir emprunter encore beaucoup à des taux d'intérêt assez élevés. Il va emprunter à une société qui s'appelle Atlantic Acceptance Corporation, dirigée par un nom assez connu, par Campbell Power Morgan, au Canada, donc une des plus grandes institutions financières au Canada. Et il rentre en bourse avec Commodore International Limited, donc il a changé un petit peu le nom pour montrer qu'ils font autre chose. Là il y a déjà beaucoup de bruit qui court avec des malversations, des fausses écritures comptables. Des bruits, il y a rien qui a été prouvé. Pour faire grimper le prix de l'action. Et justement, quelques années après ça, il y a un grand scandale au Canada. Donc c'est Atlantic Acceptance qui fait faillite. Et il y a un grand rapport de 1700 pages et 200 pages de ce rapport est au sujet de Commodore et Jack Tramiel. Donc voilà, c'est assez inquiétant. C'est un peu ambigu, c'est ambigu, on va dire. Mais bon, coup de bol.
peut-être pour Tramiel, c'est que Campbell Morgan a atteint d'une leucémie et décide de prendre toute la responsabilité des fraudes à sa charge. Et donc là, Jack Tramiel ne sera jamais inquiété par la justice. Donc, d'accord. Voilà. Il passe un peu entre les gouttes, mais effectivement, il n'a pas été du tout inquiété à cette époque-là. C'était un très très gros scandale. Hein. S'il y a parmi vous des Canadiens qui nous écoutent, je pense que c'est dans les livres d'histoire au Canada. En tout cas, quand on parle de business, c'est un cas d'école quasiment. Hein. Il faut bien le dire. Tout à fait. Voilà, prochain point de l'histoire, on n'est pas encore à l'informatique, on est toujours aux machines à écrire, caisses enregistreuses. Donc c'est que il rencontre une personne très importante pour Commodore, c'est Evan Gould, un businessman canadien qui a fait fortune avec le concept de conteneur maritime. C'est lui un peu qui a inventé ce moyen de transport qui encore de nos jours fait tourner le monde finalement. Et Evan Gould va investir $400,000 contre 17% des parts de Commodore, et en même temps devient président du conseil d'administration. Donc il a un petit peu la mainmise sur Commodore, et on raconte que cette personne est une des seules personnes qui puisse intimider Tramiel. Donc voilà, ça prouve quand même que c'est une personne assez parce que quand on voit le personnage de Jack Tramiel, hein, on a tous déjà vu des photos de Jack Tramiel. C'est quelqu'un quand même d'imposant, qui en impose, qui a du charisme. Hein. Donc que quelqu'un puisse l'influencer, c'est quand même un peu particulier. Ça va pas aider les relations, à mon avis. Non, ça c'est clair. Hein, ça c'est clair. Donc là, c'est début des années 60. Ceux qui s'en souviennent, ceux qui sont un peu plus vieux que moi, ils vont se souvenir que le Japon commençait vraiment à devenir un pôle technologique important. Et il y a surtout les calculatrices qui à l'époque était le début de l'informatique vraiment. Et donc Tramiel a passé quelques mois au Japon pour justement apprendre cette technique, ces technologies, et donc du coup Commodore a commencé à fabriquer des calculatrices avec comme principal fournisseur Texas Instruments. Qui produisait donc les puces avec processeurs. Il faut préciser que les calculatrices de l'époque, c'était quelque chose. C'était les quatre fonctions, hein, additionner, soustraire, diviser, multiplier. Je pense déjà à l'époque l'exposant carré et la racine carrée. C'était tout. Et peut-être une mémoire. Et c'était une vraie prouesse à l'époque, la technologie. Oui, bien sûr. Ça, hein. Début des années 60, 70, donc où Commodore commence vraiment à vendre beaucoup de calculatrices à un tarif très agressif. Problème, c'est que Texas Instruments, eux aussi, se sont mis à produire des calculatrices à coût bien inférieur que même le coût de production de Commodore. Donc ça a commencé à agacer Commodore, a agacé Tramiel surtout, qui a décidé tout simplement de travailler avec un autre fournisseur, MOS Technology, qui eux fabriquaient aussi des puces Texas Instruments sous licence, moins cher que ce que vendait. Juste une parenthèse, on a tous eu, en tout cas les gens de ma génération, hein, donc plus ou moins 50 ans, je ne sais pas si c'est ton cas Bruno, c'était la calculatrice qu'on avait sur notre bureau à l'époque, c'était la fameuse TI-30 de Texas Instruments, et ils ont inondé le marché avec cette calculatrice, et le modèle qui a précédé, que moi j'ai pas connu personnellement, je l'ai pas utilisé en tout cas, mais la TI-30, c'était la calculatrice déjà scientifique. Là, par contre, il y avait des fonctions, des choses comme ça dedans. C'était impressionnant la manière dont ils avaient inondé le marché, parce que c'était sur la liste des choses à acquérir quand on allait à l'école. Quoi. C'était celle-là qu'il fallait. Quoi. C'était la calculatrice qu'il fallait. Tout à fait. C'est un peu comme ça qu'ils sont fait un grand nom, Texas Instruments, effectivement. Donc, voilà, c'était le marché porteur à l'époque de... on va dire informatique débutante, on va dire, parce que c'était de l'informatique. Hein. Une calculatrice, c'est de l'informatique parce qu'il y a des fonctions, il y a des procédures, etc. Donc il y a de l'input et de l'output, c'est de l'informatique. Il y a un algorithme entre les deux, donc c'est de l'informatique. Hein. Donc là, ce que veut faire, toujours très agressif côté financier, il veut absolument vendre. Donc ils vont racheter MOS Technology, donc comme on rachète MOS Technology, qui était financièrement pas très bien. Oui, petite parenthèse, sur le coup, j'ai vu aussi que Jack Tramiel était un petit peu pour quelque chose dans les difficultés financières de MOS Technology, dans le sens où il payait
vraiment très très en retard, on va dire. Et donc ça a un petit peu affaibli MOS Technologies, ça lui a permis de l'acheter à un bon prix. Ceci étant dit, c'était pas une petite somme, me semble-t-il. Non, c'était 3 milliards de dollars, millions de dollars. Non, millions, à l'époque. Millions. À l'époque, c'était millions. Oui. C'était pas milliards, non, pas milliards. Non. Le Millions de milliard, dollars. c'était déjà... On verra plus tard, le milliard. C'est après. Donc, voilà, pour une bouchée de pain, je dirais, à l'époque. Oui, enfin... Finalement, vu la technologie qui était dedans, oui. C'est une parce affaire, que, entre autres, voilà, ils construisaient donc ces processeurs Texas sous licence, mais ils avaient aussi des processeurs conçus de propres processeurs, dont le fameux 6502, conçu par l'ingénieur Chuck Peddle, ancien de Motorola, ceux qui s'y connaissent, qui avait une idée très très bien conçue sur ce que devait être l'ordinateur personnel. Donc ce processeur, qui était plus rapide que les concurrents de chez Intel et Motorola à l'époque, ça c'est important à dire, mais il était aussi 6 à 7 fois moins cher à produire. Donc ça c'est important pour un Jack Tramiel qui veut absolument couper les coûts partout. Donc il avait un processeur plus performant et qui tombait, ça tombait, il était moins cher. Donc grâce à ça, il va donc construire Commodore, son premier ordinateur personnel, on va dire, le PET 2001, PET pour Personal Electronic Transactor, un micro-ordinateur tout en un, donc un boîtier fini, pas comme on le connaît d'Apple au début où il fallait tout soi-même construire son Apple I, Apple II. C'est qu'il était vendu pour presque $600, donc l'équivalent d'un mois et demi du SMIC en 77. Donc un prix assez raisonnable pour un ordinateur. 5 000 francs français de l'époque. Ceux qui comptent encore en francs français. Donc c'est quand même, ça paraît cher aujourd'hui. Pour l'époque, ça l'était effectivement, mais en même temps, par rapport au monde de l'informatique de manière générale, c'était un premier accès à un outil que personne ne connaissait, et donc c'était vraiment, bon marché pour ce que ça faisait. En tout cas, aujourd'hui, on en rirait, mais à l'époque, en tout cas, en 77, c'était quelque chose d'assez important, quoi. Tout à fait. Donc, il cassait vraiment les prix et en produisant quand même des produits de qualité pour l'époque, de qualité tout court. C'était quand même, il utilisait la technologie de pointe pour vendre des produits pas chers. Mais bon, toujours le même problème, ils n'avaient pas de liquidité, pas d'argent pour produire le PET. Le PET, PET, peu importe. Peu importe, cet ordinateur-là. Et donc, il a l'idée, un des premiers à avoir cette idée-là, c'est de faire une annonce dans les journaux, de dire, voilà, vous précommandez, vous prépayez l'ordinateur et en 6 semaines, on vous le livre. Ça marche. Donc, il a son financement, là, sa liquidité. Il suffit d'assembler les machines et voilà, ils vont avoir un grand succès avec ça. C'est une idée que pourrait avoir un type comme Elon Musk, si tu vois ce que je veux dire. Tu vois oui, tout à fait. Vois, c'est ce qui est un peu ce qu'il a fait avec cette espèce de levée de fonds qu'il a fait sur le modèle 3. Il a demandé aux gens un droit d'inscription pour pouvoir commander la voiture. Et finalement, il a rentré de l'argent pour pouvoir commencer à lancer la production. Ici, c'était un petit peu, ça allait même plus loin que ça. Il fallait payer la machine cash pour la recevoir 6 semaines plus tard. C'est un peu un Kickstarter avant l'heure. Oui, c'est ça. C'est malin en même temps. Voilà. Ça a marché, ça les a un petit peu sauvés, effectivement. Voilà, donc là, il continue à baisser les prix. Bien entendu, on va pas rester là. Donc, il baisse les prix à $300, juste comme ça. Mais pas avec cette machine-là, avec une autre machine. Qui a précédé le Commodore 64, parce qu'on va y venir quand même progressivement, c'est avec le VIC-20 qu'il arrive à... Exactement, le VIC-20, donc toujours avec ce même processeur, mais avec aussi un processeur graphique, le VIC-1, pour Video Interface Chip, cette fois-ci. Donc c'est d'où le nom VIC-20, donc le processeur graphique 6560, qui initialement a été conçu par MOS Technologies pour les fabricants de consoles de jeux. Mais consoles de jeux qu'ils avaient du mal à vendre. Donc Commodore, voilà, ils avaient un stock de processeurs graphiques, donc on va l'utiliser. Et donc ce VIC-20 a été présenté au CS en janvier 1980. C'est un peu avant l'ère d'Apple, n'oubliez pas. Donc on est années 80. Apple
c'est 1984 qu'il lance avec le Macintosh. Avec le Macintosh. Donc, on est encore avant cette grande épopée Apple. Et là, on a des produits qui sont vraiment bon marché. Donc, $300. Même pour l'époque, c'était pas très cher. Moi, je me rappelle, on en vendait dans les grandes surfaces. C'était ça la force aussi du truc, c'est que c'était pas vendu dans les magasins spécialisés, aussi magasins spécialisés, mais il les vendait aux États-Unis, en tout cas, comme des petits pains, comme des consoles de jeux, en fait. C'était un peu le même principe, le même circuit de vente. C'était de les vendre, les mettre à disposition vraiment de tout le monde et pas uniquement d'une élite. Pour la masse. Oui, voilà. Exactement. On va y revenir. On va y revenir à ça, les masses. Donc, c'était le premier micro-ordinateur à se vendre plus d'1 million d'exemplaires. Donc, au total, il y en a 2,5 millions d'unités qui ont été vendues de cet ordinateur. C'est énorme, c'est colossal pour les balbutiements de l'informatique, de la micro-informatique, on va dire. Ouais, j'en ai eu un. T'en as eu un. Voilà. Après vient peut-être, la plupart des auditeurs vont peut-être se reconnaître à partir de ce moment-ci. C'est le successeur du VIC-20. Donc avec un nouveau processeur, le 6510, l'évolution du 6502, de tenue mémoire de 64K, et là ça va parler 64. Commodore 64, ouais. Voilà, donc tout simplement parce qu'il avait une mémoire de 64K, donc le G64, qui est à ce jour encore l'ordinateur le plus vendu au monde, 22 millions d'ordinateurs vendus du C64. Donc c'est énorme. Donc un seul modèle. Personne n'en a vendu autant, c'est ça qui est un seul modèle, exactement. Voilà, donc ça c'était le gros succès. Après il y a eu des dérivés, le Commodore 528, etc. Mais bon, ça c'est venu bien plus tard, parce que c'est même pas dans l'ère Tramiel à Commodore. Non, pas du tout. Non, effectivement. Donc effectivement, ce n'est plus dans l'ère. Il va y avoir un virage quand même. Ah voilà. En janvier 84, lors du CES à Las Vegas, il annonce tout fièrement que le chiffre d'affaires Commodore est passé de $100 millions à $1 milliard. C'est énorme. En seulement 3 ans, ce qui est énorme. Mais bizarrement, il ne semble pas très heureux de cette annonce. Et on a appris quelques jours après, en fait, il quittait Commodore. Les rumeurs disent que c'était dû à un désaccord avec Irvin Gould. Il faut savoir que Tramiel, c'était quelqu'un avec une poigne de fer qui, par exemple, limitait toutes les dépenses, et toutes les dépenses qui étaient au-dessus de $1,000, il fallait avoir son accord. Donc vous imaginez, c'était vraiment un dictateur avant. C'était un visionnaire, mais en même temps, c'était quelqu'un qui d'après parce que j'ai lu aussi beaucoup, je l'ai remarqué sur le sujet, mais par exemple, qu'il ne croyait pas au budget. Fixer un budget avant de commencer à produire quelque chose, par exemple, c'est un truc auquel il croyait pas. Il disait, ça c'est la porte ouverte à toutes les dépenses inutiles. Il faut faire les choses à sa mode, quoi, à sa façon de faire. Il a énervé plein de gens avec ça. Il s'est pas fait que des amis dans l'entreprise aussi. Il faut bien le reconnaître. En agissant comme ça, en étant très limite brutal, quoi. C'est ça, c'est un peu ça, quoi. Oui, il y avait un autre problème, c'est qu'il essayait toujours aussi de faire rentrer sa famille un petit peu dans ces sociétés. Il y a 3 fils, Les 3 fils, voilà. Donc voilà, ça crée un peu des désaccords parce que ça devient presque effectivement une dictature où on passe le flambeau à ses fils, donc, effectivement. Il y a eu d'autres bruits aussi. Je pense qu'il y a des collaborateurs qui, à un moment donné, ont évoqué la possibilité, mais ça n'a jamais été prouvé, soyons clairs, qu'il avait senti un peu le vent tourner au sein de son entreprise, en tout cas de Commodore. Il y avait, rappelons-nous, à l'époque, les compatibles IBM, comme on les appelait, les PC compatibles aussi, qui arrivaient sur le marché. Et là, on n'est pas tout à fait certain que Commodore avait les reins pour pouvoir suivre, et donc il paraîtrait, en tout cas c'est ce que certains supposent en tout cas, qu'il a senti le vent tourner, que c'était une porte de sortie pour lui, parce qu'il a directement vendu ses actions Commodore dès la sortie de l'entreprise. C'est ça, et c'est là où Commodore un petit peu a commencé à baisser. Souffrir. À souffrir. Bon, il y a eu encore des évolutions. Moi, je suis rentré dans l'ère informatique justement à ce moment-là, plus ou moins, avec l'Amiga. Certains connaissent l'Amiga 500, qui était vraiment une machine qui réputait justement pour ses prouesses graphiques et sonores, on va dire. C'était déjà après le départ Déjà après le départ, mais c'était une console de jeu sous forme d'ordinateur finalement, parce que c'était pas vraiment un ordinateur personnel.
comme on l'a eu par la suite avec les IBM PC. Hein, donc, et donc là, il quitte l'entreprise, du coup. Commodore, tu l'as dit, vit sa vie avec le Commodore 128 et l'Amiga. Amiga qui est une société qu'ils ont rachetée, en fait. Hein, ils n'ont pas conçu l'Amiga en interne, si je ne dis pas de bêtises, mais quoi qu'il, Jack, lui, par contre, il décide de créer sa propre entreprise pour créer l'ordinateur de demain, comme certains le supposaient, mais il avait rien en main, il comptait partir en vacances, si je dis pas de bêtises. Oui, il voulait prendre du bon temps avec son épouse, hein, donc une année sabbatique, mais finalement, il est revenu après 6 mois et il a racheté une autre société, enfin une division informatique à Warner Brothers, donc Atari, donc qui était quasiment en faillite. Donc il va d'ailleurs depuis le début licencier 95% du personnel. Il ferme l'ensemble des bureaux dans tout le monde et annule quasi tous les projets sauf un. Il restructure dans les règles, quoi. Il garde un seul projet, l'Atari ST, la gamme ST. Voilà, donc c'est là que va naître l'Atari ST. Et c'est là, en fait, qui va continuer un petit peu sur la lancée du Commodore 64, c'est construire des ordinateurs pour les masses, pas pour les classes. Donc c'est ça son dicton. Et donc là, on doit, bien entendu, pour être dans les masses, baisser les prix, garder les prix bas. Voilà, l'Atari ST 1040 ST, pardon. Qui est le plus connu, hein. Il y en a eu d'autres avant, mais il y a eu 520 par exemple. Voilà, et donc c'était juste un an après le Mac, le Macintosh d'Apple, qui avait un méga de RAM, hein, c'était déjà à l'époque assez intéressant. Il était comparé d'ailleurs avec l'Amiga, il s'appelait Amiga 500 parce qu'il avait sa 112 kilooctets de RAM. Donc après, il y a eu l'Amiga, et il y avait toujours des extensions. On pouvait le transformer en Amiga. Après, il y a eu l'Amiga 2000. Donc là, on était vraiment dans les mêmes gammes de micro-ordinateurs, mais l'Atari ST était moins cher que l'Amiga, était moins cher que le Macintosh. Donc c'est ça qu'on a fait son succès. Aussi, autre chose, c'est la présence d'un connecteur DIN, des signaux protocole MIDI, donc qui ont fait rapidement la machine à utiliser pour la production de la musique, dans la MAO, la musique assistée par ordinateur. C'est là qu'est née la musique assistée par ordinateur. Quasiment, oui. Moi, j'ai bien connu cette époque-là. C'est les premiers ordinateurs qu'on a fait rentrer dans les studios. Moi, je bossais un peu dans la publicité à l'époque, mais c'était les premiers ordinateurs qui rentraient vraiment et servaient de séquenceur musical. Oui. On avait déjà des séquenceurs par ailleurs, le protocole MIDI existait, mais on a fait énormément de choses avec cette machine. Et là, je veux dire que le positionnement au niveau professionnel, en tout cas, était beaucoup mieux installé que Amiga, qui était plus considéré comme un ordinateur de jeu que cette machine-là, que le 1040 ST, qui a énormément tourné et qui était, par rapport à ce que proposait Apple à l'époque, beaucoup moins cher, évidemment. Et il y a eu là-dedans toute une série d'entreprises, d'éditeurs de software. Je pense à Steinberg, par exemple. Ils avaient un séquenceur qui s'appelait le Pro 24, que tout le monde à l'époque avait installé sur sa machine, sur son Atari 1040 ST, entre autres. Ça, c'est pour la petite histoire. Ça me rappelle plein de bons souvenirs, cette histoire. Tu vois. Voilà, moi, j'ai pas eu d'Atari. Bon, je suis passé au PC une fois que j'avais quitté le monde de Alors, oui, Commodore. Ça, c'était la suite, évidemment. Quoi qu'il en soit, ça a bien fonctionné. Alors, moi, j'ai lu aussi, parce qu'on a un point de vue très européen par rapport à Atari et le 1040 ST, enfin, la gamme ST de manière générale. J'ai lu, et j'ai été assez surpris de ça, que finalement, c'est surtout en Europe que l'Atari 1040 ST s'est beaucoup vendu. C'était un peu plus intime aux États-Unis. C'était c'était pas le même feeling, on va dire, entre les États-Unis et l'Europe. Et donc voilà, c'était juste pour la petite histoire. Donc on a, pour tout dire, un point de vue européen, évidemment, qui est en ressorti, qui est celui-là. Que s'est-il passé par la suite, finalement? Parce que par la suite, donc c'est la fin des années 80. On va voir Jack Tramiel qui veut ralentir ses activités, hein, qui délègue beaucoup de responsabilités d'Atari à son fils Sam Tramiel. Et donc, par exemple, en 1989, il lance des consoles de jeux, l'Atari Lynx, console portable, mais qui n'a eu finalement aucune chance par rapport au Game Boy de l'époque de Nintendo. Ouais. Et en 93, Atari abandonne la fabrication de ses micro-ordinateurs.
Et il se lance dans encore une nouvelle tentative d'entrer dans le domaine du jeu vidéo, qui était le domaine à être à ce moment-là, avec la console Jaguar, avec pour une fois équipé d'un composant, d'un processeur de 64 bits. Donc c'était une première. Donc ils étaient techniquement à la pointe. Par contre, commercialement, voilà, c'était pas à la hauteur de ce que faisait Nintendo. Donc ils se sont fait lyncher ou lynxer, non, lyncher par les Japonais. Oui, c'était facile. Par Nintendo. Donc Nintendo, Sega à l'époque, qui étaient les grands noms du jeu informatique, où un Atari n'avait plus sa place, parce qu'Atari effectivement avait eu sa gloire quelques années avant avec les premières consoles. Sur une fenêtre assez courte finalement, quand on regarde bien. Il a finalement vendu à un fabricant de disques durs, c'est ça l'idée, C'est ça, il a vendu un disque dur qui finalement, ce fabricant de disques durs a fait faillite aussi, et ça a été vendu à Hasbro, fabricant de jouets en 98, effectivement. Et que devient Jack? Et puis même Atari a été revendu à la société française Infogrames, c'est vrai. Ah oui. En 2001, qui d'ailleurs prend le nom d'Atari. D'ailleurs, il y a une nouvelle console Atari qui vient de sortir, qui est sur le pas de ça reste une marque forte. Atari reste une marque. Voilà. C'est ça. Le nom reste une marque forte, aussi bien dans le jeu que dans l'informatique. Il sortirait un ordinateur demain, je suis sûr que les gens l'achèteraient. Parce que voilà, ça représente quelque chose, Atari. Que devient Jack dans l'histoire à la suite de tout ça? Jack, il passe à la retraite, parce que il a peut-être mérité, ou alors il s'est fait beaucoup d'ennemis qu'il a plus envie. Il finit par décéder en 2012, donc à l'hôpital de Stanford. Précédemment, donc il y a Commodore qui a fait faillite, il y a Atari qui s'est cassé la gueule. Donc voilà, donc il a laissé une histoire de l'informatique derrière lui, mais je pense, il restera connu surtout pour être quelqu'un de très très tenace et de très controversé en même temps. Et avec une vision, cette vision de mettre à disposition l'outil informatique au plus grand nombre de personnes, on s'en doute, pour vendre au plus grand nombre, c'est une affaire commerciale aussi, mais en fin de compte, il y a des traces dans l'histoire qui disent que finalement ils n'ont pas gagné énormément d'argent parce qu'ils étaient sur des marches, ils les vendaient tellement pas cher qu'ils étaient sur des marches bénéficiaires relativement courtes. Irving Gould, par exemple, a déclaré à un moment donné qu'il avait plus gagné d'argent avec les calculatrices qu'avec l'informatique, qu'avec les ordinateurs. Donc c'est tout dire. Voilà, la marge était relativement faible, et donc oui, peut-être il avait le nez fin sur certaines choses, mais au niveau commerce, c'était peut-être un petit peu différent. Il a fait une dernière apparition, on mettra le lien d'ailleurs en dessous de cette vidéo ou dans la description de cet épisode, enfin de ce hors-série. Sa dernière apparition, il l'a fait en 2007, à l'occasion des 25 ans du Commodore 64. Et il y a là une longue interview d'une 40aine de minutes, qui est également disponible sur YouTube, et donc on mettra le lien évidemment. C'était en 2007, au mois de décembre 2007. C'est une vie incroyable. Merci de nous l'avoir partagé, Bruno. J'ai un peu empiété sur ton sujet parce que je connais bien l'histoire moi-même de Jack Tramiel, c'est quelqu'un qui m'a intéressé, comme on aurait pu faire l'histoire d'un Steve Jobs. D'ailleurs, il y a quelques parallèles, on pourrait dire ça aussi, entre les carrières de l'un et de l'autre, la manière de voir les choses, le côté humain, ou peu humain par certains aspects également, qu'on pourrait faire des parallèles. Par contre, l'origine n'est pas du tout la même, et le vécu dans l'enfance est loin d'être le même également. Voilà, on vous a partagé ici un petit bout d'histoire. On a certainement survolé certaines choses. Si on veut rentrer dans le détail, il y a moyen. Et d'ailleurs, on vous invite à le faire, puisque toutes les sources qui ont servi à ce hors-série sont à disposition. Il suffit de cliquer sur les liens dans la description, je le disais. En tout cas, merci Bruno. On va se retrouver bien vite la semaine prochaine pour le premier épisode de la saison, la 6e saison des Techno, puisque c'est ensemble, si je ne dis pas de bêtises, que nous allons faire l'épisode 222, et ce sera avec Aurélien également. À moins que je dise une bêtise. Quoi qu'il en soit, on se retrouve très vite. Je ne vais même pas te dire si c'est ça ou pas. Je suis encore en mode vacances. Oui, c'est ça. C'est encore le mode vacances, mais c'est pas très grave. Merci à vous de nous avoir suivis et de nous avoir écoutés. On se dit à très bientôt. Passez une très très bonne semaine. Au revoir.